Rothschild, ce nom résonne comme un mystère dans l'ombre de l'histoire financière mondiale, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre perception de cette famille légendaire qui contrôle des fortunes inimaginables depuis plus de 2 siècles. Cette famille juive allemande possède l'une des banques les plus puissantes au monde, des châteaux somptueux, des hôpitaux, des domaines viticoles prestigieux, des hôtels de luxe, tellement des richesses qu'il faudrait des heures entières pour en faire le tour complet. À un tel point que des théories de complot les plus bizarres et les plus troublantes circulent sur cette dynastie, car la famille reste extrêmement secrète et évite soigneusement toutes les conversations publiques sur ces sujets délicats. Alors qu'est-ce qu'on nous cache vraiment sur la famille Rothschild et pourquoi sont-ils entourés de tant de mystères impénétrables ? C'est une famille qui est devenue plus puissante qu'une simple famille, une véritable dynastie financière, dont certaines personnes affirment qu'elle possède 2000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde entier et qu'elle contrôle même la politique mondiale dans l'ombre. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai analysé chaque détail et j'ai trouvé l'origine de tout, là où cette histoire extraordinaire avait véritablement commencé. Nous sommes en Allemagne, à Francfort, très exactement en 1769, dans le ghetto juif de la ville où Mayer Amschel Rothschild et sa femme mettent au monde 19 enfants. C'était une autre époque où seulement 10 de leurs enfants survivent, 5 fils et 5 filles. Et comme tous les juifs à cette époque troublée, les Rothschild ne sont pas libres et doivent vivre sous d'énormes restrictions sociales. Ils doivent vivre dans la pire partie de la ville et sont victimes d'un antisémitisme violent. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'exercer un métier quelconque, car les Juifs de Francfort sont interdits de travailler la terre, de pratiquer des métiers artisanaux, voire de commercer des biens nobles tels que les armes, la soie ou les fruits frais. Sans beaucoup de choix disponibles, Mayer commence par le textile puis tente sa chance en tant que marchand de pièces de monnaie et il devient rapidement évident qu'il possède un talent naturel exceptionnel pour ce métier complexe. Il travaille en tant qu'agent de cours, exactement comme les coursiers de bourse aujourd'hui, et Mayer a une si bonne réputation qu'il gère même les finances du prince héritier, le prince Guillaume de Hesse-Cassel. Chaque fois que Guillaume voulait acheter des pièces d'or précieuses, il demandait à Mayer de les obtenir sur le marché. Et concrètement, il empruntait de l'argent pour acheter des pièces d'or avant même que le prince ne lui en fasse la commande officielle. Puis il les revendait au prince avec une marge bénéficiaire considérable. Il jouait sur tous les tableaux car il était à la fois l'acheteur et le vendeur, une position stratégique qui lui permettait de tirer profit de la transaction sous tous les angles possibles. Si cette histoire vous passionne, déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne. Et cela m'encourage à créer encore plus de contenus exceptionnels comme celui-ci qui révèle les secrets lesmieux gardés de l'histoire. Mais attendez, car ce n'était pas tout, Mayer ne se contentait pas de gagner sa vie grâce à ces transactions simples. Que non, il réalisait un double profit absolument génial. Premièrement, il y avait les frais de commission, un joli 8% rien que ça, et deuxièmement, il profitait de sa position avancée sur le marché pour anticiper et maximiser ses gains sur chaque transaction avec le prince. En faisant cela, Mayer ne s'est pas simplement enrichi, il a créé les premières lignes de sa future dynastie financière qui allait dominer le monde. En 1782, Mayer a amassé une fortune colossale et obtient le poste prestigieux de gestionnaire d'investissement pour la vaste richesse du prince Guillaume. Mais pour Mayer, ce n'est que le début car pour créer un solide ancrage dans le monde de la finance, il doit absolument évoluer vers une banque. La transition vers la banque était un moyen intelligent d'obtenir légitimité et crédibilité. Et se lancer dans la banque s'avère être un coup de génie pour lui. À la fin des années 1700, il est l'homme le plus riche de Francfort. Mais encore pour Mayer, ce n'était pas suffisant. Il faut créer quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas simplement une question d'argent. C'est une question de pouvoir absolu, d'étendre son pouvoir et surtout le faire durer éternellement. Créer un pouvoir qui se transmet de génération en génération sans jamais faiblir. Une dynastie familiale qui résiste à l'épreuve du temps et surpasse même les nations et les empires les plus puissants. Pour cela, il sait qu'il doit penser plus grand que simplement Francfort ou même la Prusse. Il transmet toutes ses connaissances précieuses à ses fils qui entrent progressivement dans l'entreprise familiale. Et pour s'étendre massivement, il envoie 4 de ses 5 fils dans les grandes capitales européennes, Vienne, Naples, Paris et la ville la plus puissante du XIXe siècle, Londres. Au début des années 1800, le Royaume-Uni essaie la superpuissance mondiale avec un vaste empire à travers les continents. C'est l'équivalent des États-Unis aujourd'hui.
Ils sont absolument partout et la révolution industrielle transforme complètement l'économie, faisant du Royaume-Uni une puissance industrielle et financière incontournable. Le secteur financier centré à Londres est extrêmement robuste avec la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Londres devient le centre financier mondial et donc celui qui se charge d'arriver à Londres, c'est le troisième fils qui s'appelle Nathan Rothschild. Ce petit gamin grandit avec une très grosse pression, montrer qu'il est capable de prendre la richesse que son père a créée pour l'amener encore plus haut dans la hiérarchie financière. Nathan est un gamin qui a faim très clairement et avec les 20 000 livres que son père lui a donnés comme investissement initial, Nathan prévoit de les maximiser le plus possible par tous les moyens nécessaires. Il se tourne vers l'industrie qui était la plus importante à l'époque, le textile britannique. À ce moment, c'est le cœur battant de l'économie britannique. Stimulé par les innovations technologiques révolutionnaires et une demande croissante tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, des ateliers et des usines de toute taille produisaient une variété impressionnante de textiles précieux. Du coton brut importé des colonies à la soie la plus fine, Nathan voit une opportunité fantastique de capitaliser sur cette croissance tout en maximisant les profits considérables. Il décide alors lui aussi de jouer sur deux tableaux. Il récupère le coton et la soie en sortie de cargo, les amène aux usines et récupère ensuite le textile produit pour le vendre avec d'énormes marges. En peu de temps, il transforme ses 20 000 livres en 60 000 livres, très beau rendement financier. Mais pour aller plus loin et pour gagner encore plus d'argent, Nathan se lance aussi dans la contrebande de métaux précieux. En quelques années seulement après son arrivée à Londres, Nathan arrive à 800 000 livres et il se sert de tout cet argent pour créer la première banque Rothschild en dehors de Francfort. Mais Nathan n'est pas seul dans l'entreprise, il partage son ambition avec 4 frères tout aussi déterminés. Ensemble, ils ne veulent pas seulement perpétuer le succès de leur père, mais le porter à des hauteurs jamais vues auparavant. Nous sommes en 1812 et Mayer, leur père, décède. Le fils aîné Amschel Mayer prend alors la tête de la banque de Francfort. 3 ans plus tard, le deuxième plus âgé, Salomon, fonde encore une autre banque à Vienne et enfin Kallmann une à Naples. Maintenant, les frères occupent 5 métropoles européennes importantes. Bien qu'ils soient géographiquement éloignés, ils agissent toujours comme un seul homme. Ils mettent en commun leurs actifs pour obtenir un pouvoir de capital plus important. Si l'un des frères rencontre des difficultés financières, les autres viennent immédiatement à son secours. Leur banque devient la plus grande d'Europe, dominant le marché international des obligations et finançant plusieurs gouvernements en période de crise majeure. Cette banque Rothschild existe encore aujourd'hui et est l'une des plus grandes institutions financières indépendantes au monde. Mais vous allez voir que maintenant, cette puissance, ils vont l'utiliser de manière encore plus stratégique. Ils vont aller encore beaucoup plus loin dans leurs ambitions. En fait, jusqu'ici, il y a quelque chose d'essentiel que vous ne savez pas. C'est bien beau de faire de l'argent, mais savez-vous quelle est la chose qui permet de faire le plus d'argent au monde ? La guerre, comme disait Honoré de Balzac, derrière toute grande fortune se cache un grand crime historique. Voici le coup qui transforme à jamais les Rothschild. Nous sommes en 1815, le 19e siècle est une période de guerre intense qui ne s'arrêtera vraiment qu'il y a 30 ans. Oui, plus de 170 ans de guerre qui se termineront avec la fin de la guerre froide mondiale. Mais revenons en 1815, c'est à ce moment précisément que Nathan Rothschild va faire le coup du siècle, littéralement. Vous savez quel conflit touche l'Europe en ce moment, mais si vous le connaissez, Napoléon Bonaparte. Pendant plus de 20 ans après la Révolution française, l'économie de l'Europe était extrêmement instable. Lors de la guerre de 1813 contre la France, Nathan finance presque à lui seul l'effort de guerre britannique. Lorsque le général anglais Wellington se trouve à court d'or physique pour payer ses soldats, les fonctionnaires du trésor anglais se tournent naturellement vers Nathan. Pour Nathan, cela représente littéralement une opportunité en or pour établir sa réputation en tant que banquier de confiance absolue. Il réussit à fournir de l'or aux troupes anglaises et en tire d'importants bénéfices de cet accord stratégique. Un facteur clé qui distingue les Rothschild, c'est leur capacité à exploiter efficacement leur vaste réseau de communication. Ils communiquent régulièrement en script hébreu et échangent des informations presque quotidiennement. Pour rappel, les 5 frères sont installés partout en Europe à un moment où l'information voyage très lentement. Leur proximité avec les gouvernements et les diplomates donne aux Rothschild un avantage sérieux. Ils obtiennent souvent des informations privilégiées précieuses. Ils utilisent ces informations à leur avantage, notamment pour anticiper les prix des obligations sur les marchés financiers.
Il partage ces informations précieuses avec toute la famille, ayant développé un réseau de messageurs et d'informateurs efficaces et rapides. Les Rothschild peuvent apprendre l'issue de la bataille bien avant que la nouvelle atteigne le gouvernement britannique et le public général. Ils savent que c'est Wellington qui a gagné Waterloo avec cette information d'une valeur absolument inestimable entre leurs mains. Ils mettent en place une stratégie de désinformation subtile, laissant croire à une défaite des forces britanniques. La panique explose sur le marché boursier de Londres, avec des investisseurs désespérés cherchant à se défaire de leurs actions, craignant le pire pour l'économie britannique. C'est dans ce désordre que Nathan Rothschild, armé de son secret, commence à acheter massivement des actions à des prix dérisoires. Évidemment, Nathan possède énormément d'argent et rachète le plus d'actions possible, lorsque la vérité éclatait que la victoire britannique est officiellement annoncée. Le marché rebondit avec une force incroyable et les actions que les Rothschild avaient acquises pour une bouchée de pain valent désormais une fortune colossale. Du jour au lendemain, la richesse de la famille Rothschild explose de manière exponentielle, établissant sa réputation de puissance financière absolument inégalée. Le cas des Rothschild pendant la guerre contre Napoléon n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où la guerre devient un moteur de création de richesses pour une élite informée. Nathan devient l'homme le plus riche d'Europe à cette époque et les Rothschild deviennent probablement la famille la plus riche d'Europe entière. On ne peut pas parler des Rothschild sans mentionner la phrase qu'a dit le patriarche de la dynastie Mayer « Donnez-moi le contrôle de la réserve de monnaie d'un pays et je me fous de savoir qui fait les lois ». Mais le 28 juillet 1836, l'inattendu se produit, Nathan Rothschild, l'homme le plus riche du monde, décède à l'âge de 58 ans pendant le mariage de son fils. La mort de Nathan Rothschild a un impact énorme sur le marché, pour vous dire à quel point Nathan pesait dans l'économie européenne. Le 2 août 1836, un pigeon voyageur se pose à Londres et dit « Il est mort », annonçait le message enroulé autour de la patte de l'oiseau. Cela déclenche de fortes fluctuations boursières. Dans les 6 mois qui ont suivi, une crise financière secoua l'Europe et les États-Unis. La panique de 1837 déclenche une dépression économique majeure. La famille Rothschild continue quand même sans lui et grâce à un système bancaire décentralisé qu'ils ont créé, les banques de la famille continuent de prospérer massivement. Maintenant, ils ont besoin d'un nouveau leader. Le plus jeune frère de Nathan, James Rothschild, est à Paris et devient le commandement en chef de la dynastie familiale. Pour James, la pression d'être un Rothschild est immense. James est comme son grand frère Nathan, ils ont le même tempérament ambitieux. La révolution industrielle crée une nouvelle industrie révolutionnaire, les chemins de fer qui révolutionnent complètement le transport. Les chemins de fer favorisent la croissance industrielle et améliorent le commerce, façonnant les paysages en reliant les grandes villes et régions européennes. Tout au long des années 1840, les Rothschild financent de nombreux projets ferroviaires, récoltant d'importants profits des commissions et du commerce d'obligations et d'actions ferroviaires. En Autriche, Salomon voit un gros potentiel dans la construction ferroviaire et crée le chemin de fer du Nord. James devient propriétaire du chemin de fer du Nord français en finançant la construction de la première grande ligne ferroviaire traversant la France. Cette ligne relie Paris à la Belgique et au système ferroviaire du nord de l'Europe. Métallurgie, exploitation minière et surtout chemin de fer, les profits pour la maison Rothschild montent en flèche alors qu'à côté les jeunes ordinaires ont du mal à joindre les deux bouts. Les industriels de cette époque, souvent surnommés les barons voleurs, sont des personnes déterminées à cumuler d'immenses fortunes. Leur quête de richesse les pousse à repousser les limites de ce qui est socialement et moralement acceptable, souvent au détriment de la classe ouvrière. Les conditions de travail dans les mines et les usines sont absolument déplorables, les journées sont longues, les salaires misérables. Les conditions de sécurité sont quasi inexistantes. Cette période est également marquée par l'émergence du capitalisme industriel où l'accumulation de capital devient l'objectif principal. C'est là qu'après avoir subi des défaites successives lors des guerres dans les années 1840, le gouvernement français se retrouve lourdement endetté. En conséquence, l'économie nationale vacille sur le bord du précipice, ce qui pousse la population française à nourrir du ressentiment croissant à l'égard tant du gouvernement que des financiers qui le soutiennent. Après la mort de James Rothschild en 1868, les générations plus jeunes des Rothschild deviennent de plus en plus fragmentées. Pour reconstruire leur prestige, ils regardent au-delà de l'Europe, investissant massivement à l'étranger, allouant 37% de leur portefeuille à l'Égypte avec le canal de Suez.
Ils financent également les chemins de fer indiens. Il est extrêmement difficile de faire tenir une dynastie et des richesses sur plusieurs générations. Généralement, un empire s'effondre au bout de la troisième génération, donc le petit-fils, mais les Rothschild ont toujours placé la famille et ses intérêts au-dessus de tout. Les mariages entre cousins étaient encouragés non seulement pour préserver la pureté de la lignée, mais aussi pour assurer que la richesse et le pouvoir restent dans la famille Rothschild. Cette pratique plutôt dérangeante a renforcé la cohésion interne et empêché la dilution du patrimoine à travers les générations successives. Maintenant, c'est là que la famille Rothschild devient une immense dynastie avec des enfants qui se séparent dans toutes les régions du monde, Amérique, Asie, Europe. Cette stratégie a un autre objectif stratégique. Seuls les descendants masculins étaient autorisés à diriger l'entreprise, une politique familiale dure comme du roc. La conséquence, c'est que comme les Rothschild de la branche allemande avaient 11 filles, et pas un seul héritier mâle, ils ont connu le même sort que la branche de Naples, ils ont été complètement dissous. Pas de fils, pas d'entreprise, maintenant ce sont les successeurs de la famille londonienne et parisienne qui ont pris de l'ampleur. Simplement retracer l'arbre généalogique de la famille a pris 2 ans à une journaliste spécialisée. Il aura fallu 2 ans pour reconstituer l'arbre généalogique de l'une des plus grandes dynasties européennes. Nous sommes à ce moment au début du XXe siècle, les tensions entre les puissances européennes atteignent un point de fracture alimenté par les rivalités impériales. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, l'Europe replonge une fois de plus dans une guerre à part entière. La Première Guerre mondiale est marquée par la guerre des tranchées, des nouvelles armes révolutionnaires et ses soldes par des pertes massives, des millions de morts. Pour la première fois, la famille Rothschild décide de financer les deux camps opposés à la guerre et par la même occasion financer la révolution bolchevique. Pour la famille Rothschild, les guerres deviennent un business extrêmement rentable. Leur réseau de banques offre un avantage concurrentiel unique à l'époque où le système bancaire moderne commençait à peine. Avec leur capacité à transférer rapidement des fonds d'un pays à l'autre, souvent en contournant les blocus et les restrictions de guerre. Cela leur permet de profiter au maximum des crises qui touchent le continent européen. Les banques opèrent de manière isolée, limitées par les frontières nationales et les technologies des communications lentes. Les Rothschild cependant transcendent ces barrières, leur réseau familial basé sur une confiance implicite et une communication efficace leur permet de collecter et de diffuser des informations financières avec une rapidité absolument inégalée. Cette synergie unique entre les différentes branches de la famille devient leur plus grande force stratégique. Leur influence s'étend bien au-delà de la simple spéculation boursière, les Rothschild financent des gouvernements, prêtent de l'argent pour des campagnes militaires. Ils investissent dans l'infrastructure nécessaire à la guerre, comme les chemins de fer et les industries d'armement. Leur capacité à fournir des financements massifs et rapides les rend absolument indispensables pour les nations en guerre qui se retrouvent souvent à court de liquidités cruciales. Mais maintenant, vous connaissez ce qui suit la Première Guerre mondiale. Suite à cette guerre, il y a énormément de pauvreté qui se crée et surtout les écarts de richesse sont absolument béants. Donc quand vous êtes au bord du gouffre, vous essayez de chercher un ennemi qui justifie votre condition difficile, un homme autrichien décide de profiter et de canaliser la colère du peuple allemand. Il s'élève rapidement au poste de chancelier, il accuse les riches et surtout les juifs, s'appuyant sur l'antisémitisme latin qui sévissait depuis des décennies en Europe. Il présente les juifs comme les responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Quand Hitler accède au pouvoir, les Rothschild en particulier et les branches bancaires allemandes ne sont pas épargnés, les Louis de Nuremberg instaurés peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir excluant les Juifs de la vie économique et sociale allemande. Pour la famille Rothschild, cela signifie la confiscation de leurs biens, la fermeture de leurs banques et la perte de leur influence économique en Allemagne. La persécution s'étend à d'autres pays européens sous contrôle nazi, affectant d'autres branches de la famille et leurs intérêts commerciaux. Lorsque les chars allemands ont roulé dans Paris en 1940, les Rothschild français étaient en grave danger. Entre 41 et 44, plusieurs membres de la famille sont déportés comme Charlotte et sa fille, en même temps que de nombreux patients juifs soignés à l'hôpital Rothschild fondé presque 100 ans plus tôt par la famille. Ils sont séparés, se réfugient en Espagne, en Amérique, mais les biens qu'ils laissent derrière eux sont complètement pilés par les nazis. L'hôtel particulier situé boulevard Saint-Honoré à Paris sert de centre névralgique aux nazis et à Hermann Göring, un des principaux généraux nazis les plus puissants. Il profite pour récupérer les collections d'art de la famille.
Guy de Rothschild, alors baron de la branche française, voit la banque Rothschild française se faire dépouiller par le régime de Vichy. En même temps, on retire la nationalité française à son père Édouard et ses oncles Robert et Henri. En conséquence, la famille endure d'importantes pertes financières et personnelles. Leurs actifs sont saisis et les propriétés confisquées par les autorités collaboratrices. La Maison de Londres investit dans des projets de reconstruction d'après-guerre et finance des infrastructures essentielles telles que les chemins de fer, l'industrie et la reconstruction urbaine. Les intérêts financiers de la famille sont principalement détenus au sein d'une société holding financière cotée en bourse, englobant les branches françaises et britanniques. La porte d'entrée de l'entreprise a évolué au-delà de la banque traditionnelle, couvrant désormais la gestion d'actifs, le conseil financier et les investissements diversifiés. Du côté de la branche française, toujours proche du pouvoir, Guy de Rothschild, fervent gaulliste, reste très proche de Georges Pompidou, lui-même ancien directeur de la banque Rothschild. Quand il succède à De Gaulle, les deux hommes entretiennent des rapports amicaux et de confiance mutuelle. Ce fut aussi le cas plus tard avec Balladur et Jacques Chirac. Mais quand la gauche arrive au pouvoir en 1981 avec Mitterrand, les Rothschild se trouvent privés du contrôle de la banque et d'autres entreprises minières et ferroviaires. Juste après ce coup, Guy de Rothschild lance sur la première page du Monde, datée du 30 octobre, une accusation envers les socialistes. Juif sous Pétain, paria sous Mitterrand, pour moi ça suffit. Rebâtir sur les cendres 2 fois dans une vie c'est trop, avant de partir pour New York. C'est à ce moment à New York qu'il organise des soirées mondaines avec des décorations et des costumes plutôt étranges. Les Rothschild d'aujourd'hui possèdent également de nombreuses demeures luxueuses, des yachts somptueux, des hôtels prestigieux, des restaurants gastronomiques, des collections d'art exceptionnelles. Ils possèdent même des vignobles et des domaines de luxe partout dans le monde. Par exemple, l'hôtel du Mirador d'Arbois à Megève dans les Alpes, surnommé le Palace des Neiges. La famille détient aussi 500 hectares de vignes répartis en France comme le Château Mouton ou la Maison Saint-Émilion, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Espagne. Ils ont un énorme business de vin avec des bouteilles qui peuvent se vendre à plus de 15 000 €. Une bouteille de Château Lafite de 1959 peut valoir entre 6 000 et 8 000 €. Après vérification, le prix serait plutôt de 14 000 €. Avant de vous dire à quel montant s'élève la fortune des Rothschild, on doit d'abord s'intéresser aux affaires secrètes et étranges de la famille. En 1997, en pleine bulle Internet, France Télécom, comme l'opérateur téléphonique historique français, s'est lancé dans une ambitieuse stratégie de transformation en multinationale. Encouragée par les conseils de la banque Rothschild, cette stratégie a marqué le début d'une frénésie d'acquisition dont le rachat de l'opérateur britannique Orange. Pendant la période d'expansion effrénée, France Télécom dépense plus de 4,20 milliards en acquisition dans une quête insatiable de croissance et de domination du marché. Sauf qu'à cause de cela, l'entreprise s'est retrouvée engloutie sous une montagne de dettes atteignant les 70 milliards d'euros. Cela entraîne 70 000 licenciements et une tragique vague de suicides parmi ses employés désespérés. David de Rothschild a par la suite minimisé le rôle joué par sa banque dans cette débâcle, la considérant comme un acteur parmi tant d'autres dans le drame qui s'est déroulé. Pourtant, derrière chaque transaction générée par la banque Rothschild avec France Télécom, cela a apporté des commissions qui allaient entre 1 et 5% du montant des opérations. En clair, ils ont gagné plusieurs millions d'euros sur cette catastrophe industrielle. On peut aussi parler du rôle mystérieux des Rothschild et des mystères autour de Macron. Macron a gravi les échelons du pouvoir avec une rapidité qui dépasse l'entendement, d'abord ancien banquier d'affaires chez Rothschild, puis ministre et enfin président. Mais est-ce que c'était l'unique raison de son ascension fulgurante ou est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière, une main invisible orchestrant son chemin vers les plus hautes sphères du pouvoir français ? Il y a des doutes sérieux sur la relation entre Macron et la famille Rothschild qui peuvent dépasser de loin le cadre professionnel traditionnel. Cette connexion mystérieuse a ouvert à Macron des portes normalement fermées à un outsider politique. Les Rothschild, avec leur siècle d'influence dans les affaires mondiales, auraient vu en Macron non seulement un protégé talentueux, mais aussi un candidat idéal à placer à la tête de l'une des plus grandes puissances européennes. L'élection présidentielle de 2017 en France aurait aussi été le théâtre d'une manipulation subtile où médias, finances et élites politiques se seraient entrecroisés pour favoriser l'émergence spectaculaire de Macron. Des personnes racontent comment des financements opaques et des soutiens médiatiques inconditionnels auraient été mobilisés pour propulser Macron sur le devant de la scène politique.
déjouant tous les pronostics et surpassant les candidates traditionnelles établies depuis des décennies. Macron, en tant que président, serait ainsi redevable à ceux qui ont facilité son ascension, œuvrant dans l'intérêt de ces puissances financières plutôt que dans celui du peuple français authentique. Aujourd'hui, cet homme en particulier est un casse-tête pour les opposants des Rothschild, Jacob Rothschild, qui était à la tête de la branche britannique. Il est décédé le 26 février 2024. Sur Internet, il est souvent comparé à Monsieur Burns des Simpsons à cause de son apparence inquiétante. On dit que Jacob Rothschild contrôle virtuellement toutes les banques du monde en coulisses, mais la meilleure arme contre ces théories est en fait la raison et la pensée critique. Les Rothschild sont un excellent exemple de la façon dont l'argent et l'influence massive peuvent être ancrés dans un héritage familial transmis sur plusieurs générations. Entre avoirs financiers, biens immobiliers avec des dizaines de châteaux et des villas de luxe, des holdings, des sociétés propriétaires de gros montants de dettes souveraines. Patrimoine professionnel, objets d'art, objets de collection, budget de fondation pour la santé, la fortune colossale de la dynastie est couramment estimée au plus bas à 350 milliards d'euros. Au plus haut, 1000 milliards d'euros, mais comme elle est répartie entre tous ses membres nombreux, ils n'apparaissent pas dans le haut du classement Forbes des milliardaires individuels. D'après le magazine Capital, la famille ne fait même pas partie des 20 familles les plus riches de France en 2022. Les Rothschild détiendraient un autre patrimoine caché encore plus gigantesque que celui qu'on leur prête publiquement. Avec cela un pouvoir qui n'aurait pas de prix, ils seraient propriétaires de plusieurs banques centrales et donc le maître incontesté du monde financier. Ce seraient eux qui contrôlent la Fed américaine et la BCE européenne, mais aussi la Banque de Russie, d'Arabie Saoudite ou de Chine ne seraient que des outils de plus entre leurs mains. Pour imposer le nouvel ordre mondial avec bien sûr les confrères du Forum économique de Davos, dont ils font partie évidemment. Mais les banques centrales ne sont pas des entreprises privées. Rien de tout cela n'est réellement vrai, alors pas besoin de leur attribuer plus de pouvoir qu'ils n'ont en réalité. Mais leur proximité avec des personnalités influentes fait d'eux une cible facile de critiques et de spéculations constantes. Par exemple, Jacob Rothschild a été élevé à l'ordre du mérite britannique par la reine, il possède 38% du groupe Rockefeller. Ses amis incluent l'ancien président américain Bill Clinton et de nombreuses autres personnalités du pouvoir mondial. Même si les théories sur cette famille ne sont pas prouvées par des faits solides jusqu'à aujourd'hui, pourquoi tant de gens y croient-ils alors ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le succès économique et les affaires bancaires de cette famille sont très mystérieuses pour beaucoup de gens. Les gens cherchent alors des explications peut-être beaucoup plus faciles à comprendre que la réalité complexe des marchés financiers modernes. Maintenant que les Rothschild soient surpuissants ou non, qu'est-ce que cela change pour vous personnellement ? Avez-vous réellement le pouvoir, l'influence ou même les capacités nécessaires pour renverser leur supposé pouvoir absolu ? La réponse brutale mais honnête, c'est non. Ce qui est révélateur de cette obsession pour la puissance d'autrui, c'est qu'elle reflète une préoccupation plus profonde et plus troublante. Une inquiétude vis-à-vis du pouvoir que certaines entités peuvent exercer sur nous, plutôt que de s'inquiéter de notre propre impuissance face aux défis quotidiens. En clair, on se plaint de la puissance que les autres ont sur nous sans nous préoccuper de notre propre capacité d'action. La vérité est que la vie de chacun est principalement façonnée par ses propres actions et décisions. Plus important encore par cette perception de ce qui est sous son contrôle personnel direct. La fascination pour les figures du pouvoir lointaines et apparemment intouchables ne fait qu'alimenter un sentiment de victimisation et d'impuissance qui nous éloigne de notre propre capacité d'action et de changement positif. Donc concentrez-vous d'abord sur ce que vous pouvez changer concrètement, que pouvons-nous améliorer dans notre vie quotidienne immédiate. Comment pouvons-nous influencer positivement notre communauté, notre lieu de travail, notre famille, notre entourage proche et nos relations personnelles ? En fin de compte, la question de savoir si une famille est surpuissante ou non devrait être secondaire par rapport à la question cruciale de savoir comment nous choisissons de vivre nos vies et d'utiliser notre propre pouvoir d'influence dans notre cercle direct d'action.